Donc, merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité pour venir parler du stress thermique au pâturage. On sait que le stress thermique, c'est présentement un domaine au niveau de la recherche où est-ce qu'il s'en fait beaucoup, puis où est-ce qu'il y a eu beaucoup de trouvailles, je dirais, au niveau des impacts sur les animaux. Ma présentation, je vais vous le commencer un petit peu en début pour vous présenter un peu les impacts que ça peut avoir sur vos vaches, sur vos animaux. Puis après ça, on va s'orienter un petit peu plus au niveau du pâturage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'atténuer les impacts du stress thermique? Juste pour commencer, je vous ai mis à l'écran, tantôt on parlait des prévisions ou des changements au niveau de la température. Uranus ont fait des prévisions pour les 50 et même plus prochaines années. On va jusqu'à 70 ans. Ici, j'ai 20 090. Probablement que je ne serai pas là. Ce qu'on peut voir, c'est la variation. On a la température moyenne au fil des ans. La zone bleue, c'est une zone où est-ce que c'est un scénario qui est comme optimiste, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, le CO2, on aurait comme un petit peu moins. Puis la zone rosée un petit peu plus, qui est plus le scénario pessimiste, où est-ce qu'on aurait beaucoup de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on est en 2020, environ la moyenne en Montérégie, puis j'ai deux régions. En Montérégie, on est à 26 degrés Celsius. En 2050, dans le scénario pessimiste, c'est la moyenne des températures élevées, c'est-à-dire le maximum d'une journée en moyenne durant la saison chaude, la saison estivale. Présentement, on a 26 degrés dans la Montérégie. On monterait à peu près de 2 degrés. Puis dans le scénario pessimiste, on monte de 1 degré. Mais je pense que ce n'est pas le plus important au niveau que la température monte, c'est plus au niveau des écarts. La zone de couleur, ça veut dire la variation entre les maximums et les minimums. Plus que ça va aller, plus que ça va jouer au yo-yo. Puis on l'a vu cette semaine, la semaine passée, qui faisait, en tout cas chez nous, il faisait moins 30. Puis hier, on était au-dessus de zéro. Donc, ces événements-là vont s'en venir un petit peu plus grands. Puis au niveau de l'été, bien, ça se peut qu'on ait des températures vraiment extrêmes d'un côté comme de l'autre. Ici, je vous ai mis le Bas-Saint-Laurent, qu'on a quand même, si je recule, on a 26. Là, on a une moyenne de 22,4. Mais ça augmente quand même de 2 degrés, puis dans le pessimisme, puis de 1 degré dans l'optimisme. Donc, on s'enligne vers quelque chose qui va être variable. Quand on parle de stress thermique, on a différents facteurs qui font que la température de notre animal va augmenter. Quand on a un animal qui est au pâturage, on a les rayons du soleil qui vont par radiation directe, c'est-à-dire que les rayons vont réchauffer la surface. Donc, ça touche à la peau, au poil de notre animal. On a une accumulation de chaleur. Le soleil aussi reflète sur d'autres structures, des bâtiments, même au niveau des arbres, des abris. Il y a une réflexion, donc il y a un dégagement de chaleur qui peut se faire juste en reflectant les objets qui sont alentour de nos animaux. Puis il y en a un autre aussi par conduction. Quand l'animal se couche, touche au sol, on a le transfert de chaleur qui se fait à partir du sol à notre animal. Le sol, la terre, tantôt on va y revenir. Au niveau de la litière, on a la convection. Donc, dans le conventionnel, souvent quand on va parler de stress thermique, c'est pas mal plus le stress thermique de la température qu'on a dans notre bâtiment. On est à l'ombre, donc les rayons du soleil ne sont pas directs. Ici, c'est un facteur non négligeable d'avoir le soleil qui plombe sur nos animaux qui sont dans le champ. Juste vite fait, c'est quoi un stress thermique? Ici, on a la température froide, puis de ce côté-là, on s'en va plus vers le chaud. On a notre animal qui, dépendamment de la température, essaie de maintenir sa température corporelle. Il y a une zone où est-ce qu'il se sent quand même confortable, pas trop de misère. Puis, quand on commence à dépasser de chaque côté, l'animal tente de rétablir sa température corporelle pour la remettre au niveau souhaitable. Il essaie de tenir ça stable. Sauf qu'à un moment donné, il devient des zones où est-ce que c'est plus critique.
Ici, on l'appelle la zone de thermoneutralité, c'est-à-dire que le métabolisme des animaux n'a pas d'affaire à compenser pour essayer de maintenir la température, ce qui vient à bout de gérer sa température. Sauf que quand on arrive dans les deux extrêmes, tant au niveau du froid que du chaud, le métabolisme commence à s'accélérer, soit pour extraire de la chaleur ou pour générer de la chaleur pour que l'animal reste au chaud. Donc, où est-ce que ça devient critique au niveau du stress thermique, entre autres du stress de chaleur? C'est quand notre température de notre animal, température corporelle, se met à monter. C'est là que les dommages commencent à s'effectuer. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile à voir au niveau visuel. Au niveau de l'impact sur nos animaux, on a un impact direct au niveau des vaches à lactation. C'est peut-être celui-là qu'on le sait plus. On va le voir tantôt, c'est quoi les impacts. Sauf qu'il y a des impacts aussi au niveau de notre vache tarie. Elle-même, qui va, quand elle va tomber à sa prochaine lactation. Mais un des impacts qui était sous-estimé, c'était l'impact de l'augmentation de température de notre vache, l'impact au niveau de son fœtus, de la petite jeunesse qui va venir au monde. On vient de changer l'expression de ces gènes juste en ayant une augmentation de température. Donc, cette petite jeunesse-là va grandir, puis elle va vivre à vie avec les séquelles de l'impact du stress thermique. Là, je sais que ma petite jeunesse, elle a un pis, puis celle-là aussi. Là, ça fait que c'est mon maximum de talent pour faire du dessin. Je vais juste rapetisser l'image. Donc, première question, Mentimeter. À partir de quelle température les vaches, vous pensez qu'ils souffrent de chaleur? Donc, un des indicateurs le plus utilisés tant au niveau de la recherche que partout dans le monde, c'est un petit peu le facteur humidex. C'est-à-dire que c'est un indice de température-humidité, l'ITH, qui fait une combinaison de la température avec le taux d'humidité. Dans le passé, un index de température et humidité de 72, puis je vais vous dire tantôt à quoi ça correspond. On disait que les vaches sentaient l'effet de la chaleur, puis le taux de gestation était affecté. À 78, production laitière sérieusement affectée. Puis, en haut de 82, perte de lait significative, des signes sévères peut mener à la mort. Sauf que ça, c'était ancré, le 72 était là depuis le début. Maintenant, les recherches indiquent que la production laitière a augmenté, nos vaches font plus de lait. Il y a un dégagement de chaleur, parce que c'est le rumen qui fait la chaleur, on a un dégagement de chaleur plus important. Donc, à partir de 68, les vaches commencent à souffrir de la chaleur. C'est-à-dire qu'à partir de 68, le métabolisme commence à essayer de compenser. Puis il y a certaines autres études qui commencent à sortir, ça pourrait descendre jusqu'à 65. À quoi ça correspond un 68? Ici, je vous l'ai mis, puis peut-être qu'en arrière, vous ne voyez rien, là, mais ici, on est dans la zone jaune qui est l'ITH de 68. C'est à peu près... on est à peu près à 22 degrés Celsius à 50% d'humidité. Si ça, on est à 68, donc nos animaux, si on a un taux d'humidité plus haut que ça, ça se peut qu'à 18 degrés Celsius, les vaches, 18-20 degrés Celsius, nos vaches commencent à souffrir. Ici, à 68, on a le taux respiratoire qui est à 60. Température, c'est très relié avec la température rectale. Aussitôt qu'on augmente, la température rectale, elle augmente. On est rendu à 78. Le taux respiratoire, notre vitesse que notre vache respire, on est rendu à 75. Température rectale qui augmente. Puis quand on est rendu vraiment à un stress sévère, on est rendu à un taux respiratoire de 120-140 respirations à minute. Là, notre vache à pompe. Puis c'est peut-être le meilleur indicateur pour savoir si vos animaux sont en stress thermique. C'est vraiment relié au niveau du taux respiratoire. Donc, on a des... Puis au Québec, l'humidité, c'est rare qu'on est à 50 durant une canicule. Souvent, on se tient plus en l'entour du 80. Donc, ça arrive pas mal plus vite, le stress thermique. Puis on pensait que dans nos régions un petit peu plus nordiques, qu'on n'avait pas de stress thermique, mais oui, on en a du stress thermique. Ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partir la vidéo. En arrière, il faut juste cliquer sur la photo. À part pas. C'est pas grave. On avait une vache qui était dans un ITH de 80, la température humidité qu'on avait là.
Donc 80, on était à peu près à, si on revient à l'autre, à 80, on est dans le rouge, là, fait qu'on était dans 30, je pense que c'était 35 degrés Celsius, 35-40 degrés Celsius dans le bâtiment, mais il faisait sec. Puis cette vache-là, elle pompe à 88 battements, pas battements, mais respirations à minute. Ouf! Le caca chaud, elle se vire de bord. Non? Sauf qu'on la voit pomper. Tournez-vous la tête. On la voit pomper quand même. Puis, c'est peut-être un des meilleurs indicateurs. Puis, les individus, les vaches, entre elles, n'ont pas toutes la même tolérance à la chaleur. C'est un peu comme les humains. Il y en a qui vont souffrir plus, puis il y en a qui vont souffrir moins. Donc, les impacts au niveau de notre vache en lactation, si on a un taux respiratoire en haut de 60, c'est-à-dire 1 à seconde, si on commence à avoir plus haut que ça, c'est que notre vache commence à subir un stress thermique. Notre température rectale va augmenter. On a de la vasodilatation que la vache veut transpirer. Puis on augmente des problèmes de risque métabolique. Au niveau du comportement, puis ça, on peut le voir au pâturage, le temps de repos passe de 10h09 à 7h09. C'est-à-dire que nos animaux vont rester debout plus longtemps. Dans une étable, ils vont rester debout aussi plus longtemps. Le temps à boire, il augmente. Puis des animaux qui vont rester, surtout dans une étable, des animaux qui vont rester debout plus longtemps sur le béton, ben, on aurait des risques de boiterie dans 2 mois après. Production laitière, c'est peut-être ce qu'on est le plus habitué de voir. Diminution de la consommation, diminution de la quantité de lait. Les composantes du lait, la qualité du colostrum, pour certains, il va avoir un impact. Puis, ultimement, c'est le taux de reproduction, le taux de conception qui est diminué. Les effets retardement, c'est-à-dire que ici, j'ai mon augmentation de température, puis j'ai ma production laitière. Puis on voit que si j'ai une augmentation de température ici, la production laitière ne se remet pas à remonter aussitôt que notre température baisse. C'est qu'on a encore des impacts. On n'est pas revenu encore peut-être 2 mois après. Aussi, ici, ce graphique-là, c'est les lignes qui sont là. C'est mes vaches qui sont debout, qui sont couchées. Sont debout, sont couchées. Puis ici, vous avez la température corporelle. C'est ce qui dit qu'est-ce que la vache va faire. Ma température, elle augmente. Là, elle était couchée. Ma température augmente, elle se lève debout. Elle reste debout jusqu'à temps que sa température commence à baisser. Là, elle rebaisse, je me recouche. Ma température se remet à monter, je remonte. Fait que l'animal essaie de s'adapter à ses positions parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est être debout puis faire de l'air. Ça veut dire qu'elle veut de se refroidir. Au niveau de la gestation, la durée de gestation peut être plus courte. Puis, on a plus de dégagement de chaleur rendu à la fin de la gestation. Au niveau de nos vaches taries, tout ce qui est le système immunitaire, ici, on a notre système immunitaire des vaches qui ont été refroidies versus nos vaches qui ne sont pas refroidies. On a plus d'immunoglobulines pour les vaches qui n'ont pas eu chaud, dans le fond. C'est la même affaire pour au niveau du système immunitaire. La force, ça veut dire les neutrophiles, ça veut dire les Pac-Man qui vont aller manger les bactéries en début de lactation. Des vaches qui n'ont pas eu chaud, on en a plus après le vêlage. Nos vaches taries, la production de lait, ici on voit la production laitière des vaches qui n'ont pas eu chaud versus les autres. On a une différence à peu près de 5 kg de lait. Puis c'est la même chose au niveau de la consommation. Au niveau de notre vache tarie, les cellules du pie, juste au niveau des vaches qui n'ont pas eu chaud, la quantité de cellules qui sécrètent le lait, il y en a plus pour des vaches qui n'ont pas eu chaud que ceux qui ont eu chaud durant le tarissement. Donc l'impact, je pense au niveau, l'impact le plus grand, c'est nos vaches taries qui sont dehors et qui ont chaud. Ça peut avoir un gros impact sur la production future de cette vache-là. Pour notre petit veau qui vient de venir au monde, ici, c'est l'absorption des anticorps. Un veau qui était dans une vache qui n'a pas eu chaud va absorber mieux ses anticorps que le veau qui vient d'une vache qui a eu chaud. Puis le poids au sevrage est plus haut aussi. Donc, on a notre
petite génisse qui a grandi, elle arvèle. Cette génisse-là qui a eu chaud, que sa mère elle a eu chaud, elle arvèle. Puis on voit ces vaches-là qui ont subi un stress thermique, le fœtus qui a eu un stress thermique. La production laitière est à peu près 5 kg de lait par vache par jour de plus, juste à cause que les gènes ont été modifiés. Donc, on a un impact un peu partout au niveau du stress thermique. Puis je pense que où est-ce qu'on sous-estimait, c'est toute cette partie-là au niveau de l'impact économique à la ferme. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la génétique? On pourrait croiser. Il y a des races qu'on pourrait croiser, sauf qu'au niveau de production laitière, c'est peut-être un petit peu moins. Sauf qu'il existe un gène, le phénotype du poil lisse, qui fait que les vaches qui ont ce gène-là, au niveau d'un stress thermique, ils viennent à bout de mieux gérer leur température. Puis ici, on voit qu'il y a à peu près 4,5 kg de lait en période estivale, en période plus chaude l'été. Ça peut être une chose. Ça existe dans la population des vaches Holstein présentement. Les jeunes animaux ont moins chaud que les plus vieux. Le poids, c'est à peu près plus que l'animal est gros, plus que chaud. Puis, il y a une étude qui a regardé ceux pour avoir le gène. Si déjà on fait un choix de taureau basé sur la fertilité, longévité ou santé du pie, on améliore nos chances d'avoir des animaux tolérants à la chaleur. L'autre question, Mentimeter. La prochaine. Quel pourcentage de vaches c'est l'autre. Quel pourcentage de vaches qui ont accès à de l'ombre en après-midi? Il y a des études qui ont été faites au niveau de la quantité des recommandations. C'est quel espace d'ombre est-ce qu'on a besoin au pâturage? Ça variait entre 2,3 à 5,6 mètres carrés par vache. Une plus récente, c'était 4 mètres carrés par vache, c'est-à-dire 45 pieds carrés par vache présente dans un pâturage. C'était la recommandation d'avoir de l'ombre. Puis l'ombre, on peut l'apporter de différentes façons, on va le voir. Ici, c'est une étude, puis c'est les mêmes résultats qu'il y a eu. Ça, c'est une étude qui était faite en 2010, mais il y en a eu une autre à Alfred, mais je trouvais celle-là, il y avait plus de données. C'est quand on avait 0 mètre carré, 2,4 mètres carrés, 9,6 mètres carrés par vache. Ici, on avait la température qui était pareille. Sauf que le temps passé, le temps à l'ombre en pourcentage, on voit qu'ici, c'est sûr, il n'y a pas de chance d'être à l'ombre. Ceux-là, les vaches avaient 24 % de leur temps qui s'en allait à l'ombre, eux 50 %. Ce qui est un des importants, c'est que quand on ne donne pas beaucoup d'espace en dessous, pas beaucoup d'espace en mètres carrés par vache, c'est que les dominantes vont vouloir utiliser cet espace-là quand c'est le temps. C'est-à-dire, donc, le nombre d'agressions, il augmente entre les animaux. Ici, on avait 10 agressions je pense que c'était de 10h à 15h50. Beaucoup plus d'agressions en moyenne, puis versus ceux qui ont plus d'espace. Pourcentage de temps à l'abreuvoir, il baisse aussi. Taux respiratoire, ils ont mesuré, on voit que ça baisse. Puis le temps où est-ce que tous les animaux sont en dessous de l'ombre, à ces grandeurs-là, les vaches sont pas capables d'être tout le monde en même temps. Ici, on avait 15 % des vaches qui utilisaient la partie de l'ombre. Donc, on voit que c'est beau avoir de l'ombre, mais ça prend beaucoup d'ombre. Ça prend un espace pas mal assez grand pour avoir de l'ombre. Il y en a qui ont utilisé, il me reste combien de temps, Marie-Hélène? 5. Il y en a qui ont essayé de tenter d'avoir des ombrières portatives pour ceux qui ont des parcelles dans un pâturage. Ça ressemble à ça. Sauf que là, on voit clairement que c'est pas assez pour les animaux qui sont là, mais au moins, ils en ont. Ils ne sont pas au gros soleil, ils peuvent s'échanger ça un peu. Pour une 600 pieds carrés d'ombre, elle vaut à peu près 17 000 $. Donc, probablement qu'il y en a qui sont capables de patenter quelque chose pour moins cher que ça. Donc, le message au niveau de l'ombre, c'est, puis je vais laisser au prochain conférencier parler un petit peu plus des haies, parce que c'est le sujet, mais l'idée, c'est qu'on ait de l'ombre, puis on peut avoir des arbres,
mais il faut avoir quand même une bonne surface pour être sûr que nos vaches soient capables de se reposer à l'ombre. Les autres adaptations, l'eau. C'est sûr que l'eau, au niveau du pâturage, pas plus que 30 mètres, pas plus que 100 pieds, parce que les vaches qui ont chaud, ils vont rester écrasés là, puis ils ne veulent pas aller boire. Ils vont y aller quand ils vont passer devant. Donc, ici, si l'eau est vraiment trop loin, ils ne voudront pas y aller. Déconcentré avec des rations en énergie un petit peu plus sur source de gras. Tout ce qui est haute source, ça fait de la fermentation plus forte, puis ça a un dégagement de chaleur. Surface de couchage, c'est où est-ce qu'il se couche. Un pâturage qui est plus dense, c'est-à-dire que le soleil a fait moins d'impact au niveau du réchauffement du sol. Si on a une herbe qui est assez haute, ça va garder le fond de la terre plus sèche, pas plus sèche, mais plus fraîche. Le sable, à l'intérieur, c'est quand même une litière qui est assez froide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Ça ne garde pas beaucoup la chaleur, sauf qu'un sable exposé au soleil, lui, il va être chaud, puis les animaux on va avoir de la misère. Mousse de tourbe, c'est une litière qui est plus froide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air dedans. La paille, c'est carrément le contraire. Vu qu'il y a beaucoup d'air, c'est comme un isolant, c'est comme la laine minérale. Donc, ça garde plus de chaleur. En été, plus qu'on a une litière qui est dense, normalement, plus qu'elle garde chaude. Un des points d'interrogation que j'ai présentement, c'est les étables à compost en été. Si on ne contrôle pas notre chaleur, il y a un dégagement de chaleur qui se fait dans le plancher. Puis il y a beaucoup de vaches qui sont debout. Mon observation, cet été, on veut faire un genre de mini-projet de recherche pour le valider. Puis il existe un marché des matelas refroidissants, mais à date, c'est un échec total. Fait que ça coule de partout, puis c'est pas nécessairement évident. Ventilation. Les ventilations, les données de ventilation, ça date, les besoins, de 1959. François, tu t'en souviens-tu? Non. Donc, c'est ça que le refroidissement, je vais aller à l'essentiel parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais ça prend un vent de 300 à 400 pieds minute, c'est-à-dire à peu près 5 à 7 km/h pour faire l'effet refroidissement. Tantôt, quand je vous montrais l'indice de température et humidité, le problème de cet indicateur-là, c'est qu'on n'a pas de vent. C'est une température et humidité sans vent. Du moment qu'on a un facteur de refroidissement, ça prend 300 à 400 pieds minute qui va directement sur les animaux. Puis les ventilations tunnels dans les étables, le problème, c'est que la première vache, elle a de l'air, mais les autres n'en ont pas. Puis les allées en ont beaucoup, fait que quand vous faites la traite, vous êtes bien. Il y en a qui vont installer des ventilateurs hybrides, c'est-à-dire du vent au-dessus du dos, pour atteindre ces 300-400 pieds minute. Donc, il n'y a pas d'obstacle. On a du vent direct au niveau des animaux. Les fameux grands ventilateurs à grande pale, les bigasses, pour ne pas les nommer, le problème, c'est que le 300-400 pieds minute, il est dessous la fan. Fait que ce qu'on voit souvent dans des parcs où les animaux vont se ramasser en dessous pour se refaire refroidir, puis le temps de repos n'est pas optimal. Puis il y en a qui ont essayé d'avoir de l'eau. Des fois, il y en a qui ont des mangeoires extérieurs. Puis on le voit beaucoup dans le sud des États-Unis ou même au Mexique. Ils font des genres de brumisateurs, mais ce n'est pas des brunes, c'est vraiment des douches dans un endroit, soit dans un passage, soit il y a des mangeoires à l'extérieur. C'est bon, sauf que ça refroidit l'eau. Il faut absolument qu'il y ait du vent. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il ne faut pas que l'eau reste dans le poêle. Il faut vraiment que ce qu'on veut, c'est que la gouttelette d'eau touche à la peau, puis l'échange de chaleur se fait entre l'animal et la gouttelette d'eau, comme quand vous allez à la piscine. Puis du moment où vous avez un vent, là, vous sentez un effet de refroidissement, c'est que là, l'eau à part, puis on est capable de rajouter encore de l'eau, puis on fait un autre échange de chaleur au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de vent, c'est pire de mettre de l'eau que pas d'eau. Parce que l'eau, elle reste là, puis ça fait un genre de film alentour de la vache, puis ça fait comme si vous l'enrobiez dans du saran wrap, puis l'effet de serre augmente. Donc, c'est d'autres solutions qui peuvent être faites, mais les vaches, ils préfèrent l'ombre versus la douche quand on leur donnait le choix. Ils ne tripaient pas tant que ça d'aller en dessous de l'eau.
Puis les autres, c'est les matériaux. Dans ces huches-là, c'est une des choses les pires en été. En plastique, c'est que ça fait un effet de serre, ça chauffe à l'intérieur. Il faut absolument avoir une circulation d'air. Puis si jamais vous avez des abris pour les veaux, c'est minimum à peu près 14 pieds de haut pour permettre à l'air de circuler. Parce que si c'est trop bas, puis ils ont fait l'erreur dans les pays chauds de faire des toits un petit peu trop bas, c'est que là, la tôle, elle chauffe ou la surface, elle chauffe, mais ça fait quand même un effet de serre en dessous des autres. Tu es en train de les cuire au lieu de penser de lui donner de l'air. Donc, dans des huches comme ça, bien, souvent, la recommandation, c'est au moins lever le derrière pour faire une circulation d'air parce que c'est vraiment chaud là-dedans. Les huches, je n'ai pas de problème en hiver. C'est plus l'été où est-ce que la chaleur peut affecter le petit veau. Merci de votre attention. Allô? Ma Allô? question serait pour des vaches qui rentrent à l'étable 2 fois par jour pour la traite puis qui passent le reste du temps au pâturage. Ça serait quoi le meilleur timing pour faire, mettons, un drenching ou avec des pas des brumisateurs, mais des sprinklers, considérant le fait qu'il n'y a pas toujours de vent au pâturage? Fait que ce serait quoi le meilleur timing? Je dirais l'effet de l'eau, quand on va mettre de l'eau sur les animaux, ça ne dure pas longtemps. C'est juste l'effet de refroidissement qui va faire. Un coup que l'eau est évaporée, ben, la température elle augmente. C'est sûr que je pense que la meilleure, ça serait de le faire le soir, d'après moi, parce que ce qui est important souvent, ou qu'on a moins de problèmes, c'est que les vaches, des fois, sont capables d'endurer de la chaleur durant le jour, mais la nuit, il faudrait qu'ils récupèrent. C'est-à-dire que même si... c'est-à-dire que là, le soir, si on était capable de les refroidir, puis après ça, ils sortent dehors, puis que là, le soleil, il tape moins fort. C'est que là, on vient de le baisser un peu, puis ils peuvent récupérer durant la nuit. Tandis que le matin, mais il y a tout l'avant-midi quand même qui est pas si pire. C'est vraiment la période où est-ce que le soleil est en haut, là, qui plombe vraiment, que cela peut être vraiment plus dommageable. Le problème, je pense aussi, c'est les vaches taries, des fois qui ne rentrent pas à l'intérieur ou qu'on n'a pas d'ombre, mais eux, il faudrait peut-être penser faire quelque chose pour eux autres. Je ne sais pas si tu peux parler des conséquences en termes de reproduction, puis surtout les conséquences sur une ou deux générations d'une vache tarie qui est en stress thermique sur les ovaires. Puis, de un, au niveau de la reproduction, c'est que du moment qu'une température est élevée, on a des problèmes au niveau des taux de conception qui peuvent baisser. On voyait de 50 à 75 %. On a vraiment une coupure. Puis, comme je disais tantôt, c'est au niveau juste on n'a pas changé au niveau de la génétique les gènes, ça veut dire que les gènes se sont transmis. La seule affaire, c'est que le stress thermique, ce qu'il fait, c'est qu'il vient bloquer les gènes. Ça veut dire qu'une vache qui était supposée s'exprimer de telle ou telle façon, c'est que le stress thermique est venu le bloquer au niveau du fœtus, puis ça va traîner jusqu'à la prochaine génération, mais à chaque fois qu'on a un stress thermique, bien, on vient de bloquer ces gènes-là. Oui. En 59, j'étais pas né, première OK. des choses. Et puis... 1800 ou... Oh. c'est ça. Tu avais une diapo sur la génétique, je ne sais plus comment tu l'appelais. Le slick, là. Slick. Oui. Visuellement, est-ce qu'on peut voir la différence? Ou c'est Oui, vraiment les... oui, non, oui, de façon générale, les animaux, c'est à poil pâle, sont moins disposés à accumuler la chaleur. Donc, de façon générale, tous ceux qui vont avoir le poil lisse, ils vont avoir la couleur pas mal plus pâle que toutes les autres. Là. Fait que Okay. c'est vraiment plus la couleur. Puis, mettons, un noir, tantôt, Ouais. quand vous disiez, mettons, d'après moi, une vache canadienne, là, ça doit être tough. Mm-hmm. Ça doit être assez chaud. Là. Puis là, on ne peut pas se sélectionner pour ça. Là. J'ai demandé la question, Hein? puis j'attends toujours la réponse. C'est bon. Mais je pourrais vous le donner, mais il y a certains centres aux États-Unis où est-ce qu'ils ont quelques taureaux avec ce gène-là. Là.